Dis bonjour au requin, me murmura ma belle-fille à l'oreille. Sa voix était assez douce pour me glacer le sang, juste avant que cette main froide ne me pousse violemment entre les omoplates. J'ai trébuché, senti le vent marin me trancher la peau, puis je suis tombé droit dans l'eau noire de la baie de Quiberon. Dans cette fraction de seconde, j'ai croisé le regard de mon fils unique, figé, ne me sauvant pas, ne disant rien, regardant simplement sa mère sombrer. L'eau salée a inondé ma bouche, l'amertume se mêlant à une douleur que rien ne pouvait égaler. La croisière de convalescence n'était donc que le premier acte de la trahison. Dans cette eau glaciale comme un couteau, j'ai juré que si je survivais, je leur apprendrais ce qu'est la vraie peur. Si vous écoutez toujours, dites-moi d'où vous regardez. Chaque commentaire que vous laissez est une nouvelle étape dans ce voyage. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour qu'elle puisse atteindre encore plus de monde. Ce matin-là, le soleil breton était aussi doux que jamais, la lumière scintillant sur la baie de Quiberon. Moi, Hélène Chevalier, 68 ans, venais de terminer 6 semaines de rééducation après une prothèse de hanche. Quand mon fils a appelé, j'ai pris cela comme un bon signe. « Maman, on veut t'emmener sur le yacht aujourd'hui. Célébrer ta guérison. Juste nous trois, comme au bon vieux temps. » La voix d'Étienne semblait chaleureuse. Cela faisait longtemps qu'il ne m'avait pas appelé sans une raison financière ou professionnelle. J'ai dit oui tout de suite, en partie parce qu'il me manquait, en partie parce que j'avais envie de me sentir utile. Tôt ce matin-là, j'ai choisi ma robe bleu marine préférée, la couleur dont mon mari Robert disait qu'elle rendait mes yeux plus brillants. J'ai vaporisé un peu de parfum léger et noué le foulard en soie qu'il m'avait laissé. Dans le miroir, j'ai vu une femme plus âgée, mais toujours stable, toujours croyante. Je pensais que peut-être, 2 ans après le décès de Robert, Étienne avait changé. Peut-être que mon fils voulait vraiment renouer le contact. J'étais si naïve. Quand je suis arrivée à la marina de la Trinité-sur-Mer, j'ai vu le rêve d'Evelyne, une coque blanche et élégante, le nom de ma mère gravé sur le côté. Je n'avais jamais donné la permission pour cela. Je suis montée à bord, en fronçant les sourcils, mais j'ai forcé un sourire quand Étienne a ouvert les bras. « Maman, tu es magnifique aujourd'hui. Il faut que tu te détendes. » Son étreinte était froide, dépourvue du poids d'une véritable affection. Isabelle, sa femme, se tenait derrière lui. Un rouge à lèvres rouge foncé, un sourire aussi tranchant qu'une lame. « Tu es resplendissante. Je vais te préparer un kir royal, quelque chose de spécial pour aujourd'hui. » Je l'ai remercié, bien que mon cœur se soit un peu serré. Le yacht s'est éloigné. Le moteur ronronnait. L'eau scintillait d'un éclat argenté. Je me suis penchée en arrière sur le siège en cuir, la brise marine soulevant mes cheveux majoritairement gris. Tout était calme. Trop calme. Étienne a bavardé, présentant un plan pour tout simplifier, insistant sur le fait que je devrais moins m'inquiéter de mes actifs et confier la gestion à la jeune génération. Isabelle hochait la tête, versait plus de champagne et murmurait. « Tu n'as pas besoin de te tracasser avec la paperasse et les comptes. Laisse-nous nous occuper de tout. » J'ai gardé une voix égale. « Je suis encore assez lucide pour signer mes propres chèques, Isabelle. » Elle a souri, les yeux comme des aiguilles. « Bien sûr, maman. C'est juste que parfois, les gens ne réalisent pas qu'ils commencent à oublier les petites choses. » Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai remarqué son téléphone sur la table. La caméra pointée sur moi. Elle faisait semblant de prendre des selfies, mais l'angle capturait clairement mon image en train de lever un verre, souriante, n'ayant pas l'air stable. J'ai posé mon verre, ma voix s'abaissant. « Étienne, je veux rentrer. Je suis fatiguée. »
Mon fils a jeté un coup d'œil à sa femme, puis a dit sèchement: « Non, maman. Tu dois nous écouter. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Vous me faites peur. Nous voulons juste nous assurer que tout est en ordre. Tu sais à quel point les affaires juridiques peuvent devenir compliquées s'il arrive quelque chose. » Isabelle s'est glissée dans la conversation, douce et calculée. « Tu te souviens de ce que le médecin a dit à propos de la période post-opératoire, que la mémoire à court terme pouvait être affectée ?» J'ai plissé les yeux. « Qu'est-ce que tu insinues ?»« Rien du tout, maman, » a-t-elle souri. « Juste que, le moment venu, il vaut mieux que quelqu'un puisse signer pour toi. » Ma main tremblait, mais la colère a surgi. J'ai soudain compris. Depuis la mort de Robert, ils avaient construit un mur autour de moi. Mon vieil avocat ne répondait plus à mes appels. Les comptes étaient en cours de révision. Les appels de la banque étaient redirigés vers Étienne. J'ai cherché dans les yeux de mon fils une trace du garçon que j'avais tenu et bercé pour l'endormir. Rien, seulement un calcul froid. Je veux retourner à terre maintenant. La voix d'Étienne est tombée, aussi froide que l'eau qui nous entourait. Tu ne vas nulle part. Isabelle s'est approchée, et à ce moment précis, elle a murmuré la phrase qui m'a poussée au bord de la vie et de la mort. Dis bonjour au requin. La poussée n'était pas forte, mais elle a suffi à me faire perdre l'équilibre. Une seconde plus tard, je suis tombée du pont. L'eau a explosé autour de moi, le sel me brûlant la bouche comme des aiguilles. Dans cette fraction de seconde, je les ai vus sur le pont. Étienne feignant la panique, Isabelle se tenant la poitrine, jouant le choc. Puis, ils se sont détournés. J'ai battu des pieds, mais la robe et les chaussures m'entraînaient vers le bas. Ma tête tournait, mes hanches me criaient de douleur, mais l'instinct de survie a pris le dessus. J'avais nagé tous les matins avec Robert pendant 20 ans. Il disait toujours: « L'océan ne te tue pas, Hélène. C'est la peur qui le fait. » J'ai retenu mon souffle, donné un coup de pied puissant et visé une lumière lointaine, un petit bateau de pêche. Chaque mètre était une brûlure. C'était comme si quelqu'un me serrait les poumons, mais je n'ai pas arrêté. J'ai vu les yeux d'Étienne alors que je tombais. Pas d'amour, seulement du soulagement. J'ai pensé à Robert. Il disait toujours que j'étais plus forte que je ne le croyais. Il avait raison. J'ai refait surface, toussant et criant d'une voix rauque. « Au secours! Quelqu'un !» Une lampe de poche a balayé dans ma direction. Une voix masculine et rude a aboyé. « Nom de Dieu! Quelqu'un dans l'eau! Tenez cette ligne! Remontez-la !» J'ai attrapé la corde. Des bras burinés par le soleil m'ont hissé sur un pont en bois brut. Je me suis effondrée, tremblant si fort que mes os s'entrechoquaient. L'odeur du sel, de l'huile de moteur et de la fumée d'essence. Les odeurs de la survie. L'homme a jeté une couverture sur moi. « Madame, que s'est-il passé? D'où êtes-vous tombée ?» J'ai ouvert la bouche, le souffle court, la voix tremblante. « N'appelez pas la SNSM. Laissez-les penser que je suis morte. » Mon sauveur a soutenu mon regard, plus que surpris. Il y avait quelque chose comme de la compassion. « Je m'appelle Henri, » a-t-il dit doucement. Les gens disent généralement ça quand ils fuient le diable. J'ai hoché la tête. Pas le diable, mon propre sang. À ce moment-là, j'ai su qu'Hélène Chevalier était morte sur ce yacht. La femme tirée de la baie était quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vivrait pour reprendre la justice, centimètre par centimètre. Enroulée dans une couverture trempée sur le pont en bois d'Henri, j'ai fermé les yeux, essayant de calmer ma respiration. Le vent me brûlait le visage, mais de vieilles images défilaient, de petits détails que j'avais ignorés, qui s'emboîtaient maintenant comme les pièces d'un puzzle de trahison achevé.
Cela avait commencé des mois plus tôt, juste après ma sortie de l'hôpital. Je me souviens de ce premier matin, dans mon appartement de la Trinité-sur-Mer, la lumière du soleil aux fenêtres, les cris des mouettes, et Étienne debout dans mon salon, avec une épaisse pile de papier. Sa voix était légère comme l'air. « Maman, j'ai parlé à ton conseiller financier. Il va aider à réorganiser ton portefeuille. Tu n'as pas à t'inquiéter. » J'avais souri de soulagement. Après le décès de Robert, j'avais eu du mal avec la montagne de paperasse et d'investissement de son entreprise de technologie. Il semblait que mon fils prenait les choses en main, mais en quelques semaines, les choses ont commencé à déraper. Mon conseiller financier, qui m'appelait chaque semaine, est devenu silencieux. Ses courriels sont restés sans réponse. Quand j'ai téléphoné, son assistante a dit « Il ne s'occupe plus de votre compte. Toutes les mises à jour passeront par Étienne Chevalier. » J'étais abasourdie. Pourquoi mon compte passerait-il par mon fils alors que je n'avais signé aucune procuration? J'ai appelé mon comptable de longue date, avec qui je travaillais depuis près de 20 ans. Il s'est excusé d'être surchargé, a reporté notre rendez-vous, puis l'a annulé. Mon avocate personnelle, Clarisse Nolan, une amie proche de Robert, a commencé à m'éviter elle aussi. Mes appels tombaient sur sa messagerie vocale. J'ai laissé des messages, envoyé des courriels, rien. Les gens autour de moi disparaissaient en synchronie, me laissant seule dans une toile de mensonges que je ne voyais pas encore. Je me disais qu'ils étaient occupés ou que tout cela n'était qu'une coïncidence. Puis, Étienne a commencé à venir plus souvent. Il apportait des fruits, des piluliers et un sourire doux. « Tu as besoin que je m'occupe de toi. Après l'opération, ta mémoire est plus fragile, n'est-ce pas ?» disait-il avec une pointe de pitié. J'ai froncé les sourcils. « Je me souviens très bien, Étienne. Je suis juste fatiguée. »« Je sais, mais ne force pas. Tu devrais penser à rationaliser tes actifs, les fiducies, l'entreprise. Simplifier pour gérer plus facilement. » Cela semblait attentionné, mais ses yeux contenaient quelque chose de froid, de calculateur. Robert disait toujours « Si quelqu'un te dit qu'il t'aime, mais ne te regarde pas dans les yeux, fais attention. » Je n'avais pas écouté à l'époque. Ensuite, il y a eu Isabelle, ma belle-fille. Après mon opération de la hanche, elle est restée 2 semaines. Au début, j'étais reconnaissante. Elle cuisinait, nettoyait, me rappelait de prendre mes médicaments. Puis des bizarreries se sont immiscées. Le flacon d'analgésique sur la table avait des instructions réétiquetées. Les dosages étaient embarrés et réécrits. Quand j'ai demandé, elle a souri. « Le médecin a un peu ajusté pour que tu puisses dormir. » J'étais méfiante. Mais quand j'ai appelé la clinique, l'infirmière a dit « Nous n'avons pas changé la prescription. » J'ai interrogé Isabelle. Elle est restée calme. « Peut-être qu'ils ont oublié de mettre à jour le système. Ne t'inquiète pas. » Un après-midi, elle a apporté des papiers. « Maman, c'est une procuration temporaire, juste pour qu'on puisse payer les factures pour toi pendant que tu es à l'hôpital. Purement procédural. Signe vite pour plus de commodité. » J'ai levé le stylo, puis je me suis figée. Robert m'avait appris « Personne n'a besoin de tes droits de signature s'il veut vraiment t'aider. » J'ai reposé le stylo et souri légèrement. « Merci, mais je peux payer les miennes. » Quelque chose de sombre a vacillé dans les yeux d'Isabelle. Puis, le masque doux est revenu. En y repensant, chaque petite chose était une goutte qui s'ajoutait à une vague. J'essayais de croire qu'il se souciait de moi, mais au fond, quelque chose clochait. Je me sentais observée, mise en scène. Puis est venue la fatidique sortie en yacht. Sur le pont, entre les vagues et le champagne, les dernières pièces se sont emboîtées. Isabelle gardait son téléphone pointé vers moi. Elle souriait, ajustait l'objectif, une vidéo de famille pour le souvenir. J'ai vu la lumière se refléter dans la caméra, assez pour savoir qu'elle enregistrait. J'ai fait des commentaires polis sur l'argent, sur le fait que si Robert était vivant,
Il voudrait qu'Étienne soit plus stable. Étienne hochait la tête, la bouche souriante, les yeux froids. Je vois maintenant qu'il voulait des images de moi divaguant sur l'argent en étant un peu éméché. La preuve que je n'étais plus saine d'esprit. Alors que le yacht s'éloignait, la Trinité-sur-Mer s'est réduite à une fine ligne, l'eau plate comme du verre. La peur s'est insinuée. J'ai dit « Nous sommes trop loin. Faisons demi-tour. » Étienne n'a rien dit, il a juste levé son verre et regardé la mer. Isabelle a ajusté son téléphone. Le silence était suspect. « Étienne, je veux rentrer. »« Non, maman. Il y a encore des choses à discuter ?» Sa voix est devenue rude, chaque mot pesé. Une veine ressortait sur sa main qui tenait le verre. « Nous voulons juste nous assurer que tu es préparé au cas où tu ne serais plus lucide. »« Pas lucide ?» ai-je répété, le cœur se serrant. Isabelle a penché la tête, douce comme du coton, vide à l'intérieur. « Le médecin a dit que tu oubliais des choses, n'est-ce pas ? » Les premiers signes, Hélène. Nous sommes juste inquiets. Je n'ai pas répondu. J'ai baissé les yeux vers l'eau, les ondulations comme des rubans de verre. Alors j'ai su qu'il n'allait pas attendre. Un accident de bateau était parfait. Pas de témoins, pas de preuves, pas de crime. Une femme, fraîchement opérée, sous analgésique, montrant de la confusion, tombe par-dessus bord, trop facile à croire. J'ai pris une profonde inspiration, posé ma main sur la rambarde. J'ai commencé à reculer, mais Isabelle était déjà derrière moi, trop proche, trop prête. Étienne m'a jeté un dernier regard, un petit hochement de tête comme pour signer un contrat. Puis la poussée, légère et suffisante pour briser toutes les illusions que j'avais sur le lien maternel. Maintenant, dans la pénombre du bateau de pêche, je vois chaque couche de tromperie que j'avais refusé d'affronter, chaque préoccupation, chaque faveur. Juste des étapes vers la fin qu'ils avaient scénarisées. Ils voulaient que je disparaisse discrètement, leur laissant tout. La richesse, la réputation, le pouvoir et un ticket pour la vie de luxe que j'avais construite. J'ai tremblé, non pas de froid, mais de fureur. Pendant près de 40 ans en tant que mère, j'avais pensé que mon amour était assez grand pour que mon enfant ne me fasse jamais de mal. Maintenant, je sais que la cupidité peut tout avaler, même les liens du sang. Sur le pont, Henri m'a tendu une tasse de thé chaud. « Vous en avez bavé, n'est-ce pas ?» J'ai croisé son regard, la voix basse. « Ils ont essayé de me tuer pour de l'argent, mais je suis toujours en vie, et c'est leur problème. » Au large, les vagues gardèrent leur rythme régulier. J'ai regardé vers l'horizon noir, où le yacht illuminé dérivait vers la rive, vers ma propre maison. Je savais que lorsqu'il accosterait, Étienne et Isabelle commenceraient la nouvelle vie dont ils pensaient m'avoir effacée. Mais ils ne savaient pas que ce soir, je recommençais aussi, avec un seul but, leur faire payer d'avoir appelé ça un accident. Je me souviens encore de ma main glissant sur la saumure, puis de quelqu'un qui m'agrippait fermement et me sortait de ce tourbillon glacé. Le vent me giflait le visage, tandis qu'une voix rauque aboyait. « Fais attention, Maëlle. Tiens bien cette ligne. » Mon corps semblait de pierre, mon souffle en morceaux, ma vision brouillée par le sel. Tiré sur le pont, je me suis effondré, tremblant comme un fil tendu. Une épaisse couverture, sentant le sel et le diesel, a enveloppé mes épaules. Et cette voix est revenue, chaude, sèche, autoritaire. « Madame, ne dormez pas. Regardez-moi. Vous m'entendez ?» J'ai hoché faiblement la tête. Une lumière jaune tombait sur le visage buriné d'un homme d'âge moyen, une barbe grise de quelques jours sur la mâchoire. À côté de lui, une adolescente, 16, peut-être 17 ans, versait de l'eau chaude dans un gobelet en plastique, les mains tremblantes en me le tendant. « Buvez, madame.
Il fait froid ici. Sa voix était douce, un peu tremblante, mais sincère. J'ai bu une gorgée. La chaleur a touché mes lèvres, a glissé dans ma gorge. La vie revenant centimètre par centimètre. Merci, ai-je râpé. Je suis tombée d'un yacht. L'homme a froncé les sourcils. Quel yacht navigue si tard dans la nuit? Y avait-il quelqu'un d'autre avec vous? Avez-vous glissé? Je l'ai regardé. Des yeux d'inconnu. D'une manière ou d'une autre, j'avais confiance en cette lumière. Pas glissé? Ai-je dit doucement. Poussé? Il s'est figé. La jeune fille, Maëlle, a écarquillé les yeux. Il a posé une main sur le gouvernail, silencieux pendant quelques instants, puis a demandé lentement. Voulez-vous que j'appelle la SNSM? Ils vous emmèneront à l'hôpital, s'occuperont du reste. J'ai secoué la tête rapidement, la voix urgente. Non, s'il vous plaît, ne le faites pas. Laissez-les penser que je suis morte. Il s'est retourné, évaluant la situation, non pas sceptique, mais compréhensif. Vous êtes sûr? Ici? Ne pas le signaler? Si quelqu'un demande, j'en suis sûr. J'ai agrippé sa main, mes doigts comme de la glace. Si vous appelez, ils le sauront. Et alors, ils essaieront à nouveau. S'il vous plaît, croyez-moi. Il a regardé ma main tremblante, agrippée à la sienne, puis a hoché la tête. Mon nom est Henri. J'ai passé toute ma vie sur l'eau. J'ai vu beaucoup de choses, mais jamais quelqu'un comme vous. D'accord, je n'appellerai pas, mais je vous emmène à terre pour vous réchauffer. Vous ne tiendrez pas longtemps dans ce froid. Le bateau en bois a viré vers l'ouest, glissant dans une nuit noire et épaisse. Le vent fouettait mes cheveux mouillés, me glaçant jusqu'à l'os. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est allumé. Un sentiment que je n'avais pas eu depuis des années. La volonté de vivre. Maëlle, petite, les cheveux bouclés, de grands yeux sombres et brillants, était assise en face de moi, observant. « Madame, qui vous a fait ça? Voulez-vous qu'on appelle la police ?» J'ai secoué la tête. « Si vous appelez, ils arriveront avant la police. » Vous ne comprenez pas. Ils ont de l'argent, des avocats, tout. Elle a hésité. « Alors, qu'allez-vous faire ?» J'ai fixé l'obscurité devant moi. Survivre et attendre mon heure. Henri a légèrement hoché la tête, comme s'il connaissait déjà la réponse. Alors que le bateau s'engageait dans une crique étroite, il a pointé du doigt. Il y a un quai secondaire. Personne ne passe par là la nuit. Je connais un endroit où vous pouvez rester quelques jours. La propriétaire est discrète, si vous payez en espèces. Le brouillard s'accrochait au quai lorsque nous nous sommes amarrés. Je frissonnais, chaque souffle se transformant en buée. Henri m'a soulevé pour me faire descendre. Maëlle portait soigneusement les couvertures. Sous la faible lumière d'un lampadaire, se tenait une petite maison en bois de 2 étages avec une enseigne. Auberge de la baie d'Aïcha, chambre et petit déjeuner. L'air sentait la vieille pâtisserie et le gingembre. Henri a frappé 3 coups, bref. La porte s'est entr'ouverte. Une femme de mon âge, la peau mate, un chignon soigné, des yeux vifs et bienveillants, nous a dévisagés. « Henri, qui amènes-tu ici à cette heure ?» Quelqu'un en difficulté qui a besoin d'un abri. Paie en espèces. Elle m'a regardé de haut en bas, les vêtements encore mouillés, puis a ouvert la porte en grand. « Entrez. On ne pose pas de questions sur le passé ici. » La chaleur d'un poêle à bois m'a envahi. J'ai failli pleurer. La propriétaire, Aïcha Ben Ali, a montré l'escalier en bois. Salle de bain à l'étage. Eau chaude. Je vous apporterai des serviettes et des vêtements secs. Je l'ai remerciée, la voix épaisse. Quand l'eau chaude a touché ma peau, j'ai fermé les yeux
et les laisser emporter le sel et le sang séché sur mon cou. Dans la vapeur, j'ai vu les visages d'Étienne et d'Isabelle, souriant au-dessus de leurs verres alors que je tombais dans l'obscurité. J'ai ouvert le robinet plus fort, l'eau rugissant comme si elle pouvait effacer l'image, mais la douleur est restée. Enveloppée dans un peignoir, je suis redescendue. Aïcha avait posé un thé au gingembre chaud près de la fenêtre. « Buvez, ça vous réchauffera. » J'ai pris la tasse, la chaleur se diffusant à travers mes doigts. « Merci, vous êtes très gentille. » Elle a souri. « Je fais juste ce qui est juste. Henri a dit que vous aviez besoin de calme pour quelques jours. » J'ai hoché la tête. « Seulement quelques-uns ? Je ne causerai pas de problème. » Il n'y a pas de problème d'ici, seulement des gens qui essaient de recommencer. Seule à la table, j'écoutais le vent s'infiltrer par le cadre de la porte, puis j'ai regardé un vieil ordinateur portable sur l'étagère, l'écran faiblement lumineux. Aïcha m'a dit que je pouvais l'utiliser. J'ai ouvert un navigateur, le cœur battant la chamade en tapant mon nom. Hélène Chevalier. En quelques secondes, les gros titres ont afflué. La milliardaire de la tech. Hélène Chevalier, portée disparue après un accident de yacht. La police soupçonne un accident dû à la négligence. La victime aurait montré des signes de déclin cognitif. La première photo m'a stupéfiée, moi, à l'anniversaire de l'année dernière. Étourdie par un éclair de flash, un verre à la main. Je me suis souvenue. J'étais fatiguée et je ne savais pas qu'ils avaient ni prévu une surprise. La légende en dessous disait: on pense que Madame Chevalier était au stade précoce de la maladie d'Alzheimer, ce qui soulevait des inquiétudes familiales quant à sa compétence. Je suis devenue insensible. C'était comme si quelqu'un me serrait le cœur dans un poing. Il ne voulait pas seulement mon argent. Il voulait effacer mon nom. M'effacer du monde, comme si je n'avais jamais existé. J'ai tiré la couverture plus près de moi et j'ai regardé à travers la vitre la mer lointaine. Le clair de lune s'y dispersait. Ils me croyaient morte et la presse aidait à terminer leur histoire. J'ai ri doucement, presque un murmure. Très bien, qu'ils le croient, mais je ne suis pas morte. Aïcha m'a regardée de derrière le comptoir de la cuisine, ses yeux plus compréhensifs que curieux. Les gens viennent généralement ici pour fuir quelque chose, mais parfois ils restent parce qu'ils veulent tout reprendre. Lequel des deux êtes-vous ? J'ai posé la tasse de thé et répondu d'une voix plus assurée que je ne l'avais jamais eue. Les deux. Dehors, les vagues clapotaient toujours doucement contre le rivage. Et moi, la femme tout juste ramenée de la mort, je commençais à comprendre que je ne faisais pas que survivre. J'étais née de nouveau. Et le calme de cette nuit n'était que le début d'une autre tempête. Une tempête que cette fois, je créerais moi-même. 3 jours après l'accident de yacht, mon nom était partout. Toujours avec le même ton, lugubre, solennel et malhonnête. La milliardaire de la tech, Hélène Chevalier, décède après un accident soudain. La famille confirme qu'elle luttait contre un stade précoce de la maladie d'Alzheimer. La presse ajoutait: une cérémonie privée aura lieu au cimetière des Chênes Verts. Au lieu de fleurs, la famille demande des dons au Fonds mondial pour la recherche sur Alzheimer. J'étais assise, immobile, dans la petite chambre de l'auberge d'Aïcha, le journal tremblant entre mes mains. Sous ce titre se trouvait une photo d'Étienne et Isabelle, se tenant la main, la tête baissée, ressemblant à 2 âmes brisées par le chagrin. Ils jouaient leur rôle à la perfection. Je devais l'admettre. Ils savaient comment peindre une tragédie qui faisait croire au monde qu'ils étaient dévoués et aimants. Aïcha s'est approchée et a posé une tasse de café sur la table. « Vous y allez, n'est-ce pas ?» J'ai levé les yeux et hoché lentement la tête. Je dois le voir de mes propres yeux. Sinon, je ne croirais pas ce que je lis. C'est dangereux, je sais,
Mais parfois, pour survivre, il faut regarder droit dans les yeux les gens qui vous enterrent. Ce matin-là, le ciel était d'un gris plat et les nuages pendaient lourdement. Je portais un chapeau à large bord et un pull sombre d'Aïcha, et j'ai marché sur le chemin de terre jusqu'au cimetière des chênes verts. Les branches nues s'agitaient dans le vent. De loin, j'ai vu quelques dizaines de personnes rassemblées autour de la tombe ouverte, toutes en noir. Au centre, Étienne serrait la main d'Isabelle, la tête baissée comme un homme qui avait perdu son monde entier. L'officiant lisait un long éloge funèbre sur une grande femme emportée trop tôt par la maladie et un accident. Je me tenais derrière les arbres, assez loin pour être en sécurité. Mon rythme cardiaque était lent, régulier, froid. C'est une chose étrange d'assister à son propre enterrement alors qu'on respire encore. J'ai vu Isabelle tamponner ses yeux avec un mouchoir en soie blanche. Précis, parfait, pas une seule vraie larme en vue. Les épaules d'Étienne tremblaient, mais pas d'émotion. Je reconnaissais ce tremblement, le même qu'il avait quand il mentait à son père quand il était enfant. J'ai sorti un petit carnet de ma poche et j'ai noté toutes les personnes présentes. Les vieux amis de Robert, quelques anciens employés, des voisins familiers. Mais 3 absences ont attiré mon attention. Édouard Quin, mon conseiller financier, l'homme qui gérait la quasi-totalité de mes actions restantes. Clarisse Nolan, l'avocate fiduciaire d'origine qui avait juré à Robert qu'elle me protégerait. Lisa Grady, la contrôleuse de la banque, qui approuvait tous les transferts d'actifs. Tous 3 avaient disparu. Pas de fleurs, pas de condoléances. Trop parfait pour être une coïncidence. La cérémonie s'est terminée rapidement. Les gens se sont dispersés. Étienne a déposé un bouquet de fleurs blanches sur la tombe, puis s'est tourné pour serrer Isabelle dans ses bras. J'ai vu sa main lisser son dos et un fin sourire acéré vaciller quand personne ne regardait. J'ai compris alors, pour eux, ce n'était pas un enterrement. C'était un jour de victoire. Quand la foule fut partie, je me suis approché, mes pas silencieux comme une ombre. La nouvelle pierre portait mon nom. Hélène E. Chevalier, 1957-2025. Mère bien-aimée, visionnaire, partie trop tôt. J'ai lu chaque mot, puis j'ai laissé échapper un petit rire. Mère bien-aimée, bien sûr. Ils avaient choisi cette phrase pour convaincre tout le monde que le lien familial était intact. Le vent s'est levé, arrachant des mèches de cheveux sur mon front. J'ai déposé une seule marguerite blanche sur la terre humide. Non pas pour la défunte, mais pour moi-même, celle qui venait de renaître. Je me suis éloignée, laissant cette pierre gravée comme un écran pour ce que j'allais faire ensuite. Cet après-midi-là, de retour à l'auberge, Aïcha préparait du thé. Je lui ai tout raconté, détail par détail. Elle a écouté, puis a demandé doucement. « Pensez-vous qu'ils ont fait ça seuls ?»« Je ne sais pas encore, » ai-je dit. Mais je sens que quelqu'un est derrière eux. Quelqu'un qui connaît la loi et qui a préparé le terrain, étape par étape. Aïcha a hoché la tête, puis a dit lentement. Dans cette ville, il y a un nom que les gens mentionnent quand ils veulent que les choses soient faites proprement et rapidement. Bianca Mercier, une avocate spécialisée dans les transferts d'actifs, les fiducies et le règlement des successions. J'ai vu ce nom dans un litige obscur l'année dernière. Vous devriez peut-être vérifier. Je l'ai noté immédiatement. Le nom est tombé comme une pièce de puzzle s'emboîtant. Bianca Mercier. Je me suis souvenu des initiales. Je les avais vues dans les dossiers d'Étienne, BM, à la fin de chaque note du projet Hélène. C'était peut-être elle. Cette nuit-là, après qu'Aïcha se soit endormie, j'ai ouvert son vieil ordinateur portable et je suis retourné en ligne sous un pseudonyme. J'ai commencé à scanner toutes les personnes liées à mes actifs. Plus je creusais, plus la situation empirait.
Les fiducies qui portaient autrefois mon nom étaient maintenant temporairement transférées à une entité appelée Mercier et Hale Advisory Group. Hale étant le nom de jeune fille d'Isabelle. C'était comme si quelqu'un me serrait la poitrine. Tout avait été arrangé soigneusement, intelligemment, presque légalement. J'ai ouvert une nouvelle note et j'ai listé toutes les personnes ayant accès au système de fiducie. Étienne, Isabelle, Bianca Mercier et Édouard Quin. J'ai dessiné des flèches entre eux, marquant les connexions par fonction, chronologie et avantages. Un réseau a commencé à se former. En son centre se trouvaient MT, les initiales que j'avais vues sur les notes du projet Hélène. Je me suis demandé si cela signifiait Mercier Trust ou Mercier et Torres ou autre chose que je n'avais pas encore découvert. L'horloge indiquait un peu plus de 23 heures. Dehors, le vent sifflait à travers le cadre de la porte et une fine lueur de lune tombait sur la carte financière que j'avais esquissée sur papier. Je fixais les noms encerclés, un frisson me parcourant le dos. Plus j'y pensais, plus j'étais certaine qu'Étienne et Isabelle n'étaient que des pions sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Derrière eux se tenait une personne qui connaissait la loi assez bien pour transformer un meurtre en un transfert d'actifs pour cause d'incapacité. Et le nom de Bianca Mercier était la clé de toute la serrure. J'ai fermé le carnet et j'ai pris une longue inspiration. Le feu dans le poêle vacillait, projetant une lumière orange sur les vieux murs. Dans ma tête, les choses étaient plus claires que jamais. Si je voulais récupérer la justice, je devais retourner là où tout avait commencé. La vieille maison que je pensais autrefois être la plus sûre, maintenant, elle cachait probablement les vérités qu'il croyait que je ne reviendrais jamais trouver. Je me suis levée, j'ai tiré le rideau et j'ai regardé mon reflet dans la vitre. Ce visage avait l'air différent, non pas celui de la femme fragile poussée d'un yacht, mais celui de quelqu'un se préparant tranquillement à revenir d'entre les morts. Et ce soir, j'ai juré que je traquerais les gens qui avaient écrit ma nécrologie alors que j'étais encore en vie. Cette nuit-là, le ciel de la Trinité-sur-Mer était épais de sel marin, d'un bleu-gris. J'ai enfilé le lourd manteau qu'Aïcha m'avait donné et j'ai glissé ma main dans la poche où je gardais une petite clé, noircie par les années. La clé de la maison que j'appelais autrefois mon foyer. Étienne ne l'avait jamais redemandée. Peut-être pensait-il que les morts n'ont pas besoin de clé. J'ai quitté l'auberge vers minuit, quand les rues étaient sombres. La route qui montait vers la colline du phare était si déserte que mes pas résonnaient sur l'asphalte froid. Les élégantes maisons de chaque côté brillaient d'un or chaud. Mais ma maison, la maison des Chevaliers, où j'avais vécu 30 ans avec Robert, était plongée dans l'obscurité, avec seulement une faible lueur provenant de la caméra du porche. Je connaissais son angle mort. C'est moi qui avais installé le système pour protéger la famille. La porte arrière était la même. Je me suis penchée, j'ai glissé la clé. Un clic silencieux, et à ce moment, mon cœur a battu la chamade, comme si j'entrais dans le passé. L'intérieur était froid et trop propre, non pas abandonné, mais entretenu. Le tapis du couloir n'avait pas de poussière. Le canapé était soigneusement recouvert, et l'air portait le parfum cher qu'Isabelle aimait. J'ai allumé la petite lampe de poche qu'Henri m'avait donnée. Le faisceau a glissé sur un réfrigérateur en acier poli. Je l'ai ouvert doucement. Il était rempli de nourriture fraîche, de vin coûteux, de fromage importé et d'une boîte de lait maternisé. Mon cœur s'est arrêté. La maison n'était pas vide. Quelqu'un y vivait souvent. Je me suis déplacée comme une ombre, me glissant dans le salon. L'ancien ensemble en acajou avait disparu, remplacé par du cuir italien, et notre photo de mariage avait été décrochée du mur, remplacée par une photo de plage d'Étienne et Isabelle.
Chaque trace de moi avait été effacée, comme s'ils essayaient une vie sans moi. Je me suis arrêtée à la porte du bureau de Robert, où il s'asseyait pendant des heures à sa machine à écrire, lisant des rapports d'entreprise, buvant du café noir. La porte avait toujours été fermée à clé, mais maintenant, elle était entr'ouverte. Je l'ai poussée. Les lampes de bureau étaient encore allumées. La pièce était devenue un centre de commandement. Les murs étaient couverts de notes. Un tableau blanc était rempli d'écritures. Et au milieu, un épais dossier estampillé en gras. Projet Hélène, phase 3, accident. Ma tête tournait, mais mes mains étaient stables. J'ai sorti l'appareil photojetable qu'Henri m'avait donné. Un simple « viser et déclencher ». Et j'ai commencé à photographier chaque page, chaque chronologie. Dans la lumière jaune, l'écriture tremblante d'Isabelle était claire. Observation. La patiente confond les dates, oublie les médicaments. Enregistrer en vidéo. Ajouter des sédatifs à la dose du soir. Préparer la requête. Déclaration d'incapacité. BM a approuvé. Ses initiales, BM, se répétaient sous approuvé. En bas, une signature complète. Bianca Mercier, avocate. Exactement comme je le soupçonnais. J'ai continué à prendre des photos. Chaque clic était un doux compte à rebours dans la nuit. À côté du dossier, un immense tableau blanc était divisé en 4 colonnes. Phase 1, faux profil médical, terminé. Phase 2, obtenir l'autorité sur les actifs, terminé. Phase 3, accident de bateau, terminé, estimé au 0705. Phase 4, le tribunal déclare l'incapacité et annonce le plan de succession. En cours. La dernière ligne était entourée d'encre rouge avec l'écriture d'Étienne à côté. Doit être terminée dans les 2 semaines avant que le comité d'audit n'intervienne. Je me suis laissée tomber sur une chaise, les mains tremblantes. Page après page prouvait qu'ils avaient planifié cela depuis longtemps, non seulement pour tout prendre, mais pour me détruire légalement, une étape à la fois. J'ai tourné à la pile suivante. Rapport d'observation du déclin de la mémoire, patiente HC, Hélène Chevalier. En dessous se trouvaient des dates et des notes précises. 12 mars, à mélanger les prescriptions, confondues le matin et le soir, à cause du réétiquetage par Isabelle. 25 mars, divague sur les actifs devant le personnel médical. 30 avril, a oublié le nom du médecin, confusion prolongée. J'ai pris une longue inspiration. Chaque preuve était l'un de ces moments brumeux et épuisés après l'opération, et il les avait mis en scène. J'ai pris quelques photos de plus, puis j'ai fermé le dossier. Dans la pile se trouvait un fax froissé au coin de Bianca Mercier à E. Chevalier, I. Chevalier. Sujet. Préparation de la requête au tribunal. Après l'audience, soumettre le dossier avec les rapports médicaux ajustés. N'oubliez pas les signatures. La phase 4 ne réussit que si personne ne conteste le certificat de décès. La signature électronique de BM brillait en bas. Je l'ai glissée dans la poche de mon manteau. Cela me semblait être la pièce cruciale. Et juste à ce moment-là, des phares blancs ont éclairé le portail. Un moteur a grondé. J'ai éteint la lampe de poche, le cœur dans la gorge. Une voix familière sur le porche. « As-tu fermé la porte à clé ?» J'ai laissé mon téléphone sur la table. La voix d'Isabelle, claire et nette. « Oui, dépêche-toi. Je suis morte de fatigue. » La voix d'Étienne, plate. J'ai balayé la pièce du regard. Aucune issue par l'avant. La seule fenêtre était près du bureau, donnant sur la roseraie, celle que j'avais entretenue pendant 20 ans. J'ai retenu mon souffle, j'ai fait glisser le loquet, et je suis sortie juste au moment où le rire doux d'Isabelle flottait dans le salon. La terre du jardin était humide, l'odeur des roses mêlée à celle du fer dans la nuit froide. Je me suis accroupie, me déplaçant le long de la clôture, les doigts agrippant les épines. Chaque pas était un battement de tambour dans ma poitrine. J'étais à moins de 10 mètres de la porte arrière,
quand un petit son lancinant a percé le silence. Le cri d'un nourrisson. Je me suis figée. Mon cœur a raté un battement. Ce son était indubitable, fin, brisé, venant de l'étage. J'ai levé les yeux et j'ai vu une petite lumière s'échapper de mon ancienne chambre. Un maître cylindre, un bébé dans cette maison. Quand ce faible cri s'est élevé dans l'obscurité, mon cœur s'est brisé. Un enfant innocent et 2 personnes qui m'appelaient autrefois maman. Que feriez-vous à ma place? Vous arrêteriez-vous ou feriez-vous demi-tour pour leur faire face? Partagez ce que vous ressentez dans les commentaires. Je veux vraiment entendre votre point de vue. Je me suis baissée encore plus, glissant le long de la clôture, à l'écoute. Les pas d'Étienne résonnaient à l'intérieur, puis le murmure d'Isabelle. « J'y vais. Va te coucher. » Elle est encore réveillée? Quand est-ce qu'elle va se régler? Ça fait 3 semaines et elle n'a toujours pas de rythme. 3 semaines. J'ai fait le calcul. 3 semaines depuis mon accident. Un froid glacial a envahi mes veines. Ils ne prenaient pas seulement des actifs. Ils élevaient un enfant ou cachaient un secret plus sombre. Je me suis éloignée de la clôture sans regarder en arrière. Ma main s'est refermée sur l'appareil photo dans ma poche. Cette nuit-là, en quittant la maison qui avait été la mienne, je savais que j'avais effleuré le dernier masque de ce stratagème. Et ce cri, fin et incessant, m'a suivi tout le long du chemin du retour. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Le cri du bébé continuait de résonner dans ma tête, s'accrochant à chaque battement de cœur, me rappelant que quelque chose de pire que la trahison vivait dans cette maison. Étienne et Isabelle n'avaient jamais dit qu'ils avaient un enfant. Aucun ami ne le savait, aucun message, aucune annonce. Dans leur monde, tout était exposé. Nouvelle maison, nouvelle voiture, vacances coûteuses. Pourtant, quelque chose d'aussi important qu'un bébé était passé sous silence. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. L'enfant n'était pas né normalement. Je suis rentrée à l'auberge à l'aube, tremblante encore de froid et de peur. Aïcha s'est réveillée en entrant, mais m'a seulement regardée sans poser de questions. Elle a posé un thé chaud sur la table. Elle m'a laissé m'asseoir, puis a demandé doucement « Qu'as-tu vu ?» J'ai fixé la vapeur, la voix tendue. Un bébé dans cette maison, un nouveau-né d'environ 3 semaines. Aïcha a froncé les sourcils. L'ont-ils dit à quelqu'un? Je ne pense pas. Ils la cachent. Je ne sais pas encore pourquoi, mais je suis sûre qu'elle est directement liée à leur plan. Je me suis souvenu des lignes dans ces dossiers. Se préparer pour un héritier légitime. Je n'avais pas compris alors, mais je comprenais maintenant. Ils avaient besoin d'un enfant portant le nom de chevalier pour renforcer leurs revendications légales après ma mort. Un héritier parfait pour un patrimoine de plusieurs milliards de dollars. J'ai tout raconté à Henri quand il était venu réparer le générateur d'Aïcha ce matin-là. Il a écouté, puis a dit « Vous avez besoin de quelqu'un qui peut creuser sans éveiller les soupçons. Je connais un type, Evan Dubois, détective privé, ancien de la PJ de Paris. Il a démissionné parce qu'il ne supportait pas les preuves enterrées. Il est discret, honnête, et il a une dette envers moi. » Cet après-midi-là, Evan est arrivé. La quarantaine, grand, le visage usé de quelqu'un qui a vu trop de saleté. Il m'a serré la main, le regard stable, ni curieux, ni apitoyé. « Henri dit que vous avez besoin d'enquêter sur un bébé et 2 personnes qui ont essayé de vous tuer. » J'ai hoché la tête et lui ai tendu les photos que j'avais prises dans la maison. Il les a parcourues, le regard fixé sur le projet Hélène. Ce n'est pas juste un vol d'actifs. Il y a tout un montage juridique derrière. Il me faudra quelques jours.
3 jours plus tard, il est revenu avec un dossier épais et un air grave. « J'ai trouvé où ils allaient depuis des mois », a-t-il dit. Une clinique de fertilité haut de gamme à Neuilly-sur-Seine. L'Institut Bien-être familial de la Rive-Droite. Ils ne font pas de publicité, ne prennent que des clients sur recommandation. Mais j'ai pu accéder aux caméras de leur parking. Il a ouvert son ordinateur portable et a lancé un flux d'images de sécurité. Des clichés clairs d'Étienne et Isabelle, manteau noir, lunettes de soleil, entrant dans la clinique à des moments différents. Une photo les montrait portant une enveloppe épaisse. Une autre montrait Isabelle parlant avec une femme en blouse de laboratoire à la porte de derrière. « De l'argent liquide », a dit Evan. J'ai vérifié la comptabilité interne. Il y a un paiement important de 220 000 €, libellé « Frais de consultation spéciale ». Pas de facture. Pas de source. Je me suis penché en arrière, étourdi. Vous pensez qu'ils ont engagé une mère porteuse ? Evan a hoché la tête. Je ne fais pas que le penser, je le sais. Cet institut gère quelque chose appelé le programme d'héritage privé, un service de maternité de substitution très discret pour les ultra-riches qui veulent un bébé sans que leur nom figure dans les dossiers médicaux. J'ai retrouvé une liste d'anciennes infirmières. L'une d'entre elles, Léa Torres, a accepté de parler. Nous avons rencontré Léa dans un petit café près de la gare Saint-Lazare. La trentaine, les cheveux attachés, les yeux méfiants. Evan a commencé doucement mais directement. Vous souvenez-vous d'une patiente nommée Reynaud ? Talia Reynaud, 18 ans, de Normandie ? Léa s'est raidie, les yeux écarquillés, puis a chuchoté. « Oh mon Dieu, Talia, je me souviens. Une gentille fille, maigre, toujours souriante. Elle portait un enfant pour un couple riche, puis elle est morte. » Ma main s'est crispée sur le bord de la table. Comment est-elle morte ? Léa a dégluti. Le dossier dit « complications obstétricales », mais sa grossesse était parfaitement normale. Tension artérielle, cœur, analyse, tout était stable. Cette nuit-là, le médecin de garde a dit qu'il lui ferait une injection de routine pour faciliter le travail. Quelques minutes plus tard, Talia a convulsé et son cœur s'est arrêté. Personne n'a expliqué et le couple a disparu le lendemain matin. Ce couple était-il Étienne et Isabelle Chevalier ? Léa m'a regardée, réalisant que je ne devinais pas. Elle a frissonné. Je ne connais pas leur vrai nom, mais ils ont signé avec un « et » et un « i ». L'homme a dit qu'il voulait que l'acte de naissance soit préparé à l'avance pour les inscrire comme parents. Nous n'avions jamais le droit de poser plus de questions. L'air s'est épaissi. J'ai entendu mon propre rythme cardiaque ralentir, lourd, douloureux comme un marteau. Quel âge avait Talia ? 18 ans. Elle venait de quitter sa maison en Normandie. Elle disait qu'elle voulait gagner de l'argent pour retourner à l'école. Elle croyait qu'elle aidait une famille infertile. Après sa mort, le directeur de la clinique a fait signer à tout le monde un nouvel accord de confidentialité. J'ai démissionné 1 semaine plus tard. Je ne pouvais pas parler. Une adolescente, assez jeune pour être ma petite fille, tuée pour cacher un bébé. Et ce bébé était dans les bras des gens qui avaient tué sa mère. Evan a fermé le dossier, sa voix s'abaissant. Je peux prouver au moins la transaction en espèces et le faux acte de naissance préparé. Mais pour les inculpés, il vous faudra plus de preuves médicales, des témoignages ou des enregistrements. Je l'ai regardé, une chaleur montant derrière mes yeux. Je les obtiendrai. Nous avons quitté le café alors qu'une pluie fine commençait à tomber. La pluie parisienne est froide, collante, comme un rappel que la culpabilité laisse des traces, peu importe comment on essaie de les effacer. J'ai relevé ma capuche et j'ai presque murmuré. Ils pensent qu'ils peuvent utiliser l'argent pour acheter du sang, acheter des vies, acheter même mon héritage.
Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas acheter. Evan a demandé doucement « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai répondu, les yeux regardant au loin. La vérité. Et cette fois, la vérité est ce qui les noiera. Evan a découvert qu'Étienne et Isabelle avaient toujours une nounou travaillant par roulement. L'horaire changeait chaque semaine, mais le mardi, entre environ 10 heures et 14 heures, ils quittaient généralement tous les deux la maison pour signer des papiers juridiques au cabinet d'avocats Mercier et Eyre. C'était la seule fenêtre de tir que je pouvais exploiter. 4 heures pour entrer dans la maison, rencontrer la personne qui s'occupait du bébé et planter les graines de ma contre-attaque. Ce matin-là, le ciel était couvert, le vent de la baie froid et mordant. Je portais un manteau de laine gris avec la capuche baissée et je tenais le dossier qu'Evan avait préparé. Des photos du projet Hélène, le dossier de Talia Reynaud et le faux acte de naissance du bébé. Quand l'horloge a sonné 11 heures, j'ai sonné à la porte. La porte s'est ouverte sur une femme blonde d'environ 30 ans. Le visage doux, mais avec les yeux fatigués de quelqu'un qui manque de sommeil. Elle tenait le bébé dans ses bras, sa voix prudente. « Je suis désolée. Puis-je vous aider ?» J'ai pris une profonde inspiration. « Je suis Hélène Chevalier, la mère d'Étienne et la grand-mère du bébé que vous tenez. » Nora, le nom sur son badge, s'est figé. Son visage est devenu pâle. « C'est impossible. Vous êtes morte. J'ai lu les journaux, vu les nouvelles. Ils ont dit que vous étiez tombée du yacht et que vous étiez morte, n'est-ce pas ?» J'ai coupé court, ma voix calme. « Mais je suis en vie et je dois vous parler tout de suite. » Elle est restée immobile quelques secondes, puis s'est écartée pour me laisser entrer. La maison était telle que je m'en souvenais, sauf qu'elle portait maintenant le souffle doux d'un enfant. Le bébé était dans ses bras, de grands yeux bruns fixés silencieusement sur moi. Un regard si pur qu'il m'a serré la gorge. « Comment s'appelle-t-il » ai-je demandé doucement. « Robert Junior, c'est comme ça qu'il l'appelle. »« Non, son vrai nom est Ronan. Ronan Théo Chevalier » ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. « Ronan, pour lui donner un nouveau nom. Et Théo, pour qu'il n'oublie jamais la mère biologique qui est morte pour lui. » Nora a serré le bébé plus fort, ses yeux se remplissant de larmes. J'ai sorti de mon sac une photo de Talia, la jeune fille aux cheveux bruns en désordre et au sourire timide. Elle est la mère de cet enfant. Elle a été tuée dans la salle d'accouchement et le couple pour qui vous travaillez est responsable. Nora a fixé la photo, puis moi, les lèvres tremblantes. Oh mon Dieu! Ils ont dit que le bébé avait été légalement adopté. Ils m'ont dit que la mère était morte d'une maladie. Non, elle est morte d'une injection inutile. Et j'ai des preuves. J'ai ouvert le dossier et j'ai étalé les documents imprimés par Evan sur la table. Des photos de la chronologie du projet Hélène, des rapports de médication et le fax de Bianca Mercier. Les yeux de Nora se sont écarquillés. Ils ont tout documenté, même le plan pour vous tuer. J'ai esquissé un mince sourire. Oui, et maintenant, j'ai besoin que vous m'aidiez à enregistrer la dernière partie de cette histoire. J'ai posé une main sur son épaule, parlant lentement. Vous restez ici. Continuez à vous occuper de Ronan, comme d'habitude, mais enregistrez tout. L'heure à laquelle il rentre, leur comportement, leurs appels, les visiteurs. Utilisez ce téléphone pour prendre des photos et stockez-les séparément. Evan collectera les données chaque semaine. Ne les laissez rien soupçonner. Nora est restée silencieuse, des larmes coulant sur son visage. Puis, elle a hoché doucement la tête, tenant le bébé près d'elle. Je le ferai, pour lui.
Il mérite de vivre dans la vérité. J'ai touché légèrement la joue de Ronan et j'ai murmuré « Tu grandiras avec la vérité, pas avec leurs mensonges. » Cet après-midi-là, Evan a installé le matériel de surveillance. Un petit enregistreur caché dans un cadre dans le salon, une caméra à batterie longue durée à l'intérieur de l'humidificateur de la chambre et un moniteur vocal sous le vieux matelas. Tout était lié à un disque crypté que seuls Evan et moi pouvions consulter. En quittant la maison, je me suis tenue au portail et j'ai regardé en arrière, voyant Nora tenir Ronan à la fenêtre. La lumière tombait sur son visage, un mélange de peur et de détermination. Je savais que j'avais trouvé une alliée précieuse, pas un détective, pas un avocat, mais une autre mère prête à protéger une vie innocente. Cette nuit-là, je me suis assise au bureau de ma chambre à l'auberge, écrivant à la main une lettre à Bianca Mercier. Mon écriture était stable, délibérée. Cher maître Mercier, la femme que vous pensiez morte est toujours en vie, et elle a lu chaque rapport du projet Hélène. Je vous suggère de revoir le dossier de la patiente Thalia Reynaud avant que le tribunal n'en reçoive une autre copie de ma part. Je ne cherche pas justice pour moi-même, mais pour cette jeune fille et pour l'enfant nommé Ronan Théo. Rendez-vous du côté de la lumière. J'ai plié la lettre, l'ai glissée dans une enveloppe blanche, l'ai scellée avec de la cire. Evan la placerait sur le bureau de Bianca Mercier lundi matin, au moment où elle s'y attendrait le moins. À l'intérieur de moi, un feu silencieux s'est allumé, non pas la peur d'une mère trahie, mais la volonté d'une survivante prête à tout récupérer, y compris la justice pour les voix qui ne pouvaient plus parler. Le lendemain matin, le vent de la baie transportait l'humidité et le froid à travers les fenêtres de l'auberge d'Aïcha. J'étais assise dans un coin de ma chambre, écoutant les vagues battre contre les rochers, le cœur étrangement calme. C'était le jour de la procédure de succession, le jour où Étienne, Isabelle et Bianca Mercier finaliseraient ma mort sur papier, et aussi le jour où ils réaliseraient que la femme morte pouvait sourire. La lettre que j'avais écrite la nuit précédente avait été livrée par Evan à temps. J'imaginais Bianca ouvrant l'enveloppe dans son élégant bureau en verre, tout en présentant des documents. Les mots que j'avais écrits à la main leur glaceraient sûrement le sang. Les rumeurs de ma mort ont été grandement exagérées. Transmettez mes salutations à Ronan Théo, la mère. Moins de 2 heures plus tard, le téléphone d'Evan a vibré. Il m'a envoyé un clip à distance, les trois sortant de Mercier et Hale, comme si le bâtiment était en feu. Bianca a failli glisser dans les escaliers. Les lunettes de soleil d'Isabelle ne pouvaient cacher son visage pâle. Étienne a tiré le bras de sa femme, marmonnant quelque chose. Mais je n'ai vu qu'une chose dans ses yeux, la panique. Ils rentrent chez eux, a dit Evan au téléphone. Préparez-vous, Hélène. C'est votre moment. J'ai regardé l'heure, près de 14 heures. J'ai mis la robe bleu foncé que Robert m'avait offerte pour notre 20e anniversaire, effleurant du doigt la coudoir du fauteuil en acajou du salon. Ce fauteuil l'avait autrefois accueilli, lisant le journal chaque soir pendant que j'étais assise à côté de lui, écoutant le tournoiement régulier des pages. C'était maintenant le siège d'attente d'un fantôme. Moi. Evan avait installé les caméras la nuit précédente. 3 cachés dans les plafonniers, 2 enregistreurs dans le vase et derrière la statue de bronze. Chaque mot que je prononcerais serait capturé assez clairement pour un tribunal. J'avais aussi un petit appareil clipsé sous mon col, prêt à tout. Avant leur arrivée, j'ai dit à Nora d'emmener Ronan dans l'ancienne cave à vin où une petite trappe menait à la ruelle. Cette cave contenait autrefois mes précieux Bordeaux. C'était maintenant un abri pour le bébé qu'Isabelle voulait effacer des dossiers médicaux. « Je ne les laisserai pas lui faire de mal », a promis Nora, sa voix comme de l'acier. Environ 30 minutes plus tard, des pneus de voiture ont crissé à l'extérieur. J'ai entendu des pas précipités, un clic de serrure électronique.
Puis la porte s'est ouverte en grand. Isabelle est entrée la première, le manteau encore sur le dos, les yeux écarquillés comme si elle avait vu un fantôme. Et dans son esprit, c'était le cas. Étienne a suivi, pâle. Bianca est arrivée la dernière, serrant sa mallette, d'un calme qui était clairement fin. Je me suis assise droite, j'ai tourné mon fauteuil vers la porte, la lumière tombant sur la moitié de mon visage. Je n'ai pas parlé. J'ai juste souri. Le silence s'est étiré si longtemps qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge. « Oh mon Dieu !» a haleté Isabelle la première, reculant. « Impossible. Vous êtes morte. » J'ai penché la tête, ma voix douce comme l'air. La mort, parfois, n'est qu'un moyen de voir qui veut vraiment vous voir disparaître. La bouche d'Étienne s'est ouverte. Pas de mots. Bianca, la seule encore composée, a parlé d'une voix rauque et lente. « Que voulez-vous, Madame Chevalier? Si c'est une sorte de mauvaise blague? » »« Non, Bianca. » l'ai-je coupé. « C'est la réalité. Et la chose cruelle, ce sont les plans que vous avez écrits. » J'ai montré sa mallette. À l'intérieur se trouve le dossier du projet Hélène, n'est-ce pas? Je l'ai tout lu. Le fax sur la déclaration d'incapacité, le faux acte de naissance de Ronan Théo. Où devrais-je mentionner la mort de Talia Reynaud? Pour la première fois, Bianca a vacillé, son visage vidé de son sang, sa main agrippant la sangle. Étienne s'est tourné vers elle, paniqué. « Quel fax? Maman, de quoi parles-tu? » « Oh, tu ne sais pas ?» J'ai croisé son regard. « Tu te souviens de la nuit sur le yacht? Qui m'a poussé, Étienne? Ta femme? Ou étais-tu d'accord toi-même? » La pièce est devenue lourde. Isabelle tremblait, les lèvres bougeant. Étienne a baissé les yeux, évitant mon regard. J'ai regardé Bianca, essayant de retrouver son sang-froid, mais de la sueur perlait sur sa tempe. « Je sais que vous êtes intelligente, » ai-je dit lentement, comme si je versais de l'acide. « Mais vous avez choisi le mauvais camp. Accélérer la succession. C'est votre expression, n'est-ce pas? Ou devrais-je jouer l'enregistrement que vous avez envoyé à Isabelle à propos de l'accident mis en scène? » Bianca a dégluti. « Vous ne pouvez pas avoir ça. » « J'ai tout, Bianca. » Je me suis penchée en avant, les yeux rivés sur les siens. Enregistreur, caméra, rapport de médication, témoin, et maintenant vos aveux. Un léger clic a jailli de la caméra cachée de l'horloge, capturant Bianca se protégeant le visage. Elle a réalisé trop tard. « Tu es folle !» a crié Isabelle, se jetant en avant. Étienne l'a retenue, tremblant. « Arrête! Elle a vraiment les preuves. » Bianca a reculé vers la porte, sa voix rapide. « Je n'ai tué personne. J'ai juste suivi les instructions, les dossiers, les procédures. Tout était légal. Étienne, Isabelle, dites-lui que j'ai seulement servi d'intermédiaire. » Je l'ai coupé. Seulement pris de l'argent pour effacer une vie et légaliser un orphelin. Oui, Bianca. Juste du travail administratif. Je me suis levée, marchant lentement vers elle, sans élever la voix, mais chaque mot aussi tranchant qu'une lame. Vous savez, c'est drôle. Je pensais que la mort la plus effrayante était la noyade. Mais maintenant, je vois que la vraie mort, c'est quand les gens respirent encore, mais n'ont plus de conscience. Personne n'a répondu. Seul le faible cri venant du rez-de-chaussée, Ronan appelant le fantôme de sa mère dans la tempête de silence. Bianca a tressailli, reculant. Evan, regardant à travers les caméras, a choisi ce moment pour activer le haut-parleur caché. Sa voix est sortie, basse et déformée, à travers les murs. La police de Vannes est en route. Restez où vous êtes. Le visage de Bianca est devenu blanc. Les mains d'Isabelle sont tombées.
Étienne s'est effondré sur une chaise, enfouissant son visage dans ses paumes. Je me suis retournée. J'ai marché lentement vers mon vieux fauteuil. Je me suis assise, comme si je venais de terminer une réunion ordinaire. Avant que la police n'arrive, j'ai parlé doucement, juste assez pour que l'enregistreur capte chaque mot. Vous m'avez appelé un fantôme, mais je suis le fantôme qui sourit, et je viens de regarder les vivants s'enterrer eux-mêmes. La porte s'est ouverte avec un claquement sec qui a fait vibrer les vitres. Isabelle a crié, se tenant la poitrine comme si elle avait vu un véritable esprit. Étienne s'est figé dans l'embrasure de la porte, son visage pâle, tenant encore les clés tremblantes, avant qu'elles ne tombent sur le sol. Je me tenais dans le salon, le même espace qu'ils avaient arrangé pour se souvenir de moi après mes fausses funérailles. La lumière de l'après-midi filtrait à travers la fenêtre, m'éclairant, moi et le bébé dans mes bras. Ronan Théo s'est agité, son petit visage rougi par la lumière, les yeux grands ouverts. Son faible cri se mêlait à la respiration saccadée d'Isabelle. « Qu'est-ce que tu fais avec mon enfant ?» a crié Isabelle, sa voix mêlée de peur et de rage. J'ai haussé légèrement les épaules, serrant le bébé plus fort. « Ton enfant ?»« Non, voici Ronan Théo Chevalier, l'enfant de Talia Reynaud, une jeune fille de 18 ans qui a porté cet enfant pour vous et qui est morte après une injection de routine à l'Institut Bien-être familial de la rive droite. » La pièce est devenue silencieuse. Étienne a ouvert la bouche, a secoué la tête. « Non, ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas savoir ça. » Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix lente, chaque mot lourd comme une pierre. « Je sais tout. Les 220 000 € en espèces, la vidéo de toi et de ta femme entrant dans la clinique, le fax de Bianca Mercier. Et ça ?» J'ai ouvert mon sac, j'ai sorti le dossier épais, je l'ai étalé sur la table en bois. Photos, reçus, capture d'écran, et au-dessus, la page du projet Hélène, phase 3, accident. Les yeux d'Isabelle se sont écarquillés. Elle a dégluti difficilement. C'est du matériel confidentiel entre avocat et client. Tu l'as volé. Non, l'ai-je coupé. Je l'ai photographié dans cette même maison, dans le bureau de Robert. La maison où vous vivez, grâce à des transferts falsifiés. Et j'ai le droit de tout reprendre, y compris mon nom. J'ai posé l'enregistreur sur la table. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement, la lumière rouge clignotant. En vertu de la loi française, le consentement d'une seule partie est suffisant, et je suis cette partie. Isabelle a reculé, sa voix basse et dure. Que veux-tu? De l'argent? Ou juste nous voir à genoux? J'ai ri doucement, froidement. Non, Isabelle. Je veux la justice. Je veux que tout le monde sache que vous avez essayé de me tuer et que vous avez tué la mère de ce bébé. Étienne a porté ses mains à son visage, murmurant « Isabelle, arrête de parler. » Mais elle n'a pas écouté. La panique s'est transformée en agression. « Tu n'as rien. Ces papiers sont faux. Ces photos pourraient être mises en scène. Si tu penses que tu peux défaire tout ça avec quelques trucs d'amateur ?» J'ai sorti le carnet de Talia Reynaud. Evan l'avait obtenu de l'infirmière Léa. J'ai ouvert à la dernière page, l'écriture encore tremblante. Demain, ils me feront l'injection. Le médecin dit que ce sera plus facile. Je veux juste vivre pour voir le bébé une fois. J'ai levé les yeux. Elle n'a jamais eu cette chance. Mais moi si, et je le tiens maintenant. Isabelle s'est tue. Son visage s'est vidé de son sang. Étienne tremblait sur sa chaise, fixant le bébé comme s'il faisait face à sa propre culpabilité. Je les ai regardés tous les deux, ma voix basse. Bianca a peut-être été arrêtée la première, mais vous deux, vous ne pourrez pas vous cacher éternellement. Je vous donne 24 heures. Pendant ce temps, remettez tous vos appareils.
signez des déclarations sur votre collaboration avec Mercier et envoyez-moi des copies des dossiers financiers. Faites-le, et je ne poursuivrai pas les accusations de tentative de meurtre. Je demande seulement la vérité au tribunal. Sinon, je me suis penchée et j'ai embrassé le front de Ronan. Puis j'ai regardé Isabelle dans les yeux. Je laisserai la DGSI, le tribunal des affaires familiales et la presse nationale tout avoir. Pas seulement la mort de Thalia, mais aussi le blanchiment d'argent dans votre fondation caritative. Les mots ont tranché le silence. La bouche d'Isabelle s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Les épaules d'Étienne se sont affaissées. Sa tête est tombée. Pour la première fois, il ne ressemblait pas à un ennemi. Il ressemblait à un garçon perdu, pris dans le jeu de sa femme. « Tu n'oserais pas ?» a dit faiblement Isabelle, un dernier réflexe. J'ai levé un sourcil. « Tu crois ?» Puis, j'ai sorti mon téléphone et j'ai joué la voix enregistrée de Bianca. Accélérer le processus de succession avant qu'elle ne réécrive le testament. Un accident est le choix le plus sûr. La voix de Bianca a rempli la pièce, froide et claire. Le visage d'Isabelle est passé du pâle au cramoisi. Étienne a sursauté, criant « Tu m'as menti! Je pensais que ce n'était que de faux dossiers médicaux. » Isabelle a reculé, tremblante, les larmes coulant. « Je l'ai fait pour nous, pour l'avenir. Tu ne comprends pas. Ta mère ne t'aurait jamais donné un centime. » « Je t'ai tout donné, Étienne. » ai-je interrompu, regardant droit mon fils. « Je t'ai tout donné. Mais tu as laissé quelqu'un t'apprendre à échanger la confiance de ta mère contre de l'argent. » Il est retombé sur la chaise, silencieux, les mains sur la tête. J'ai fermé le dossier et l'ai glissé dans mon sac, ma voix ferme. 24 heures, à partir de maintenant. Si je n'ai pas de confirmation, chaque copie ira à la presse et au procureur de la République. N'essayez rien de stupide. Les caméras dans cette maison sont toujours actives. Je me suis levée, je me suis dirigée vers la porte. Ronan s'est agité. Je l'ai tendu à Nora, qui attendait dans le couloir en murmurant « Garde-le en sécurité. Sa mère est morte pour la vérité. Nous ne pouvons pas la laisser mourir en vain. » Je suis partie en silence. Derrière moi, le sanglot étouffé d'Isabelle s'est élevé. Puis une porte a claqué violemment. Je savais qu'il ne dormirait même pas cette nuit-là. En sortant dans la cour, j'ai vu Evan qui attendait près de la voiture, sa casquette baissée. Il m'a regardé et a demandé « Ils ont accepté ?» J'ai secoué la tête. « Pas encore, mais ils le feront. Quelqu'un comme Isabelle ne supporte pas d'être acculé. » Evan a allumé une cigarette, la fumée blanche s'enroulant dans la brise marine. « Et s'ils ne choisissent pas, hein ?» J'ai souri froidement. J'avais déjà deviné. Et ils viennent d'appeler le nettoyeur. Le vrai jeu commence maintenant. Je n'ai pas pu dormir. Depuis que j'avais quitté cette maison, chaque cellule de mon corps était tendue, à l'écoute du moindre son inhabituel. Tous mes sens étaient en alerte, comme si même le vent à la fenêtre pouvait devenir dangereux. Vers 4 heures du matin, mon téléphone a vibré. C'était Evan, sa voix basse, urgente, saccadée. Ils engagent un nettoyeur de Paris, un homme nommé Damien Harel. J'ai entendu parler de lui. Il gère les problèmes post-événementiels pour l'élite financière. Ne laisse jamais de traces. Je me suis assise, le cœur battant la chamade. Quand arrivera-t-il ? Avant ce soir. Ils ont payé via une société écran à la Défense. J'ai retracé le compte, mais c'est le genre de type qu'on ne peut pas suivre. Hélène, vous devez partir maintenant. Je suis sortie du lit. J'ai réveillé Aïcha et Henri, qui dormaient sur la chaise près de la fenêtre. Il n'a pas posé de questions, il a juste écouté quelques mots, puis s'est levé et a mis son manteau, son visage buriné soudainement tendu.
Allons-y, a-t-il dit. J'ai un endroit plus sûr, une petite île au large de Belle-Île. Un vieil ami pêcheur. Cette saison, c'est vide. Il n'y a que les mouettes qui y vont. J'ai tenu Ronan Théo, enroulant la couverture autour de lui. Il dormait profondément, sa respiration comme un fil de soie. Nous avons quitté l'auberge alors qu'il faisait encore nuit, le brouillard si épais que les phares ne portaient qu'à quelques mètres. Henri pilotait son vieux bateau en bois, le moteur grondant dans la nuit. Je me suis blottie, tenant le bébé près de moi, écoutant les vagues frapper la coque. Environ 2 heures plus tard, nous avons atteint une petite île de seulement quelques hectares, couverte d'herbes sauvages et de pierres blanches. Au milieu, se tenait une maison en bois de 2 étages avec une cheminée inclinée et des vignes grimpantes sèches. Henri l'appelait le rocher de Morgane, un endroit que lui et son ami avaient utilisé pour affronter les tempêtes des années auparavant. Pas de réseau, pas de caméra, pas de voisins. Il a dit « S'ils veulent vous trouver, ils devront fouiller tout l'océan. » Je me suis figée. Mort ce matin, abattu de 2 balles dans la poitrine dans un hôtel à Lorient. Aucune caméra de sécurité ne fonctionnait à ce moment-là. La police locale pense que c'est un vol, mais rien n'a été pris. Un frisson m'a parcouru l'échine. Quelqu'un voulait le faire taire. Exactement, et je pense qu'il nettoie toute la chaîne de contact. J'ai vérifié les comptes de Mercier et Hale. 500 000 € ont été retirés pendant la nuit. Pas de traces, pas de virement. Ça a juste disparu. Vous savez ce que ça veut dire? J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Cela signifiait un nettoyage de haut niveau. Cela signifiait que quelqu'un au-dessus de Bianca Mercier tirait les ficelles. Aïcha, assise à côté de moi, écoutait. Ses yeux se sont illuminés quand Evan a envoyé une image de surveillance de l'hôtel. Sur la photo, derrière Damien Harel, une femme avec une casquette à capuche passait. Seule la moitié de son visage était visible. Aïcha a plissé les yeux, sa voix basse. « Attendez. Cette femme, je l'ai déjà vue. »« Où ?» ai-je demandé. « À l'hôpital Sainte-Marie, il y a environ 6 mois. Elle est venue à l'accueil demander une liste de patients âgés sans visite familiale. Je m'en souviens parce qu'elle a laissé une fausse carte de visite disant qu'elle travaillait pour une association caritative pour les personnes âgées. » La pièce semblait s'épaissir. Evan est resté silencieux quelques secondes, puis a dit doucement « Ça correspond au rapport que je suis en train de regarder. Une série de patients âgés décédés paisiblement après avoir reçu des conseils juridiques sur leurs actifs. La plupart partagent le même schéma de dossier. Signature de témoin par Bianca Mercier. Approbation médicale de la même clinique, l'Institut Bien-être familial de la Rive-Droite et conseil financier de Kane Holdings. 3 liens. Médical, juridique, financier. Je me suis penchée en arrière, le cœur battant. Un réseau, n'est-ce pas? Et il ne vous visait pas seulement vous. J'ai trouvé 20 autres cas au cours des 10 dernières années en Bretagne et en Normandie. Chacun est un accident. Chute dans les escaliers, monoxyde de carbone, réaction médicamenteuse, glissade dans une baignoire. Tous survenant quelques semaines après que la victime a transféré ses actifs ou a été déclarée incapable. Et tous liés à des personnes connectées à Mercier. Evan a envoyé une image, une longue feuille de données avec des noms, des dates, des causes de décès et la même note « Famille préconseillée par l'équipe juridique de Mercier et Hale ». J'ai lu ligne par ligne, mes doigts tremblants à leurs âges, 67, 72, 80, 76. Tous riches, âgés, seuls. Des gens comme moi. Et j'ai failli devenir le numéro 21, ai-je murmuré. Aïcha m'a serré la main, parlant doucement. Mais tu as survécu, et maintenant tu es la seule qui puisse parler pour eux. Evan a soupiré à l'autre bout du fil.
Je vais transmettre tout ça aux agents fédéraux. Mais, Hélène, vous devez comprendre qu'une fois que je le ferai, ils sauront que vous êtes en vie. Ils ne resteront pas les bras croisés. Ces gens ont l'argent et le pouvoir d'effacer tout. Une fois que vous entrerez dans la lumière, il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai regardé par la fenêtre. La mer scintillait, les vagues respirant comme une bête endormie. Je n'avais plus peur. Je savais une chose clairement. Si je restais silencieuse, le bébé dans mes bras finirait aussi sur cette liste. Je comprends, ai-je dit doucement. Si je ne parle pas, Ronan pourrait suffoquer dans un incident de chaudière, comme les autres. Non, Evan, je suis morte une fois. Je ne mourrai pas à nouveau en silence. Henri s'est approché et a posé une main sur mon épaule. Je m'occupe de la sécurité. Aïcha veillera sur le bébé. Vous, Hélène, vous dites tout. Ne les laissez pas continuer. J'ai hoché la tête, les larmes montant, mais ne coulant pas. Dehors, le vent s'est levé et a secoué les rideaux. J'avais l'impression que Robert se tenait là, dans les rafales, me faisant un signe de tête. Il m'avait appris que la force ne vient pas en criant, mais en sachant exactement quand parler. Je me suis tournée vers Evan, la voix ferme. Préparez tout. Ce soir, j'enregistrerai une déclaration vidéo. Demain matin, nous l'enverrons aux médias, aux avocats et à la DGSI en même temps. Ils pourraient me tuer, mais ils ne peuvent pas tuer la vérité. Evan est resté silencieux un instant, puis a dit « Je savais que vous diriez ça, et je suis déjà prêt. Hélène, cette fois, nous n'exposons pas seulement Étienne et Isabelle. Nous traînons tout le réseau dans la lumière. » J'ai tenu Ronan et j'ai embrassé son front. Le coucher de soleil baignait sa petite peau d'une lueur chaude, étrangement paisible. À ce moment, je n'étais plus une victime. Je portais une preuve vivante pour des dizaines d'âmes oubliées. Le ciel saignait d'un rouge fin alors que le soleil s'enfonçait dans l'eau. Je me suis murmuré une promesse. Demain, leur obscurité prend fin. Et ça commence avec moi, la femme qu'ils croyaient morte. Je n'aurais jamais pensé devoir me servir d'appât. Mais en me tenant devant le miroir de l'auberge, regardant un vieux visage dans la pénombre, je savais qu'il n'y avait qu'une seule façon d'en finir. Entrer moi-même dans la gueule du loup. Evan a vivement protesté. Vous n'avez pas à faire ça. Nous avons déjà assez de preuves. J'ai secoué la tête. Nous avons des pièces, Evan, pas l'image complète. Ce ne sera indéniable que lorsque Bianca Mercier le dira elle-même et sera enregistré. J'ai besoin qu'elle avoue avec ses propres mots. Il est resté silencieux un long moment, puis a hoché la tête. D'accord, mais vous n'irez pas seul. J'aurai une équipe d'écoute juste à l'extérieur, et Henri sera à un pâté de maison. Cet après-midi-là, Nora a envoyé un SMS crypté. Ils seront à la maison à 19h. Isabelle sort le vin. Bianca a dit « Venez régler ça une bonne fois pour toutes. » Je l'ai lu, mon cœur se serrant. C'était l'heure. J'ai mis mon vieux manteau de laine marine, boutonné jusqu'au col. Pas de bijoux. Je ne portais qu'une seule chose, un minuscule enregistreur à pince qu'Evan avait préparé. À l'intérieur de la maison, Nora avait déjà placé 3 autres appareils. Un dans le manteau de la cheminée, un derrière le tableau de paysage et un sous la table de la salle à manger, où les voix portent le mieux. À 18h50, je me suis approchée du portail de la maison qui avait été la mienne. Une lumière jaune et chaude filtrait à travers la vitre, l'odeur du vin et du chêne s'échappant. Dans une camionnette grise à un pâté de maison, Evan et 2 agents étaient assis en silence, des casques sur les oreilles, le signal verrouillé. J'ai sonné. La porte s'est ouverte. Étienne est apparu, l'air fatigué et plus vieux que ses 40 ans. Ses yeux ont croisé les miens une seconde, puis se sont détournés. « Maman !»
a-t-il dit, la voix brisée. J'ai répondu doucement. Parlons de Ronan. Parlons de mettre fin à tout ça. Le salon avait le même aspect, mais tout ce qu'il contenait était un champ de bataille. Isabelle était assise sur le canapé avec un verre de vin, un demi-sourire. Je savais que tu viendrais. Les vieilles personnes comme toi ne supportent pas de voir leur argent entre les mains de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas répondu. Je me suis assise, j'ai posé mon sac sur la table, les yeux balayant la pièce, chaque coin, enregistrant. Et à 19 heures précises, Bianca Mercier est entrée. Soignée, polie, un léger parfum cher, remplissant la pièce. Elle a souri comme si c'était une signature de contrat. « Madame Hélène Chevalier ?» Sa voix douce comme de la soie. « Je suis heureuse que vous ayez finalement choisi de vous asseoir. Je crois que nous voulons tous mettre fin à cela pacifiquement. » Je me suis penchée en arrière, mon ton bas et égal. « Pacifiquement pour qui, Bianca ? Pour les personnes que vous avez dépouillées ou pour celles qui vivent de leurs cadavres ?» Son sourcil s'est légèrement levé, mais elle n'a rien nié. « Nous offrons une fin paisible à ceux qui n'ont plus personne. Vous devez comprendre, Hélène. Le système est compliqué. Beaucoup de gens veulent partir en douceur. » Je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai pressé les mots. « Combien ?» Elle a hésité, puis a parlé lentement, d'un ton égal, comme si elle lisait un rapport. 39 dossiers résolus, tous légaux, avec des approbations médicales et juridiques. Aucun n'a été poursuivi. Dehors, Evan retenait son souffle. Chaque mot que Bianca prononçait était capturé aussi clairement qu'un coup de marteau. J'ai gardé ma voix stable. Et parmi ces 39 se trouvait Talia Reynaud, n'est-ce pas? Bianca a haussé les épaules. Si c'est le nom que vous voulez utiliser. Je ne connais que le cas F237. Une affaire compliquée. Décès maternel dû à des complications. L'enfant a été transféré à des tuteurs conformément à la loi. Toute la paperasse est en ordre. J'ai entendu Isabelle ricaner sous son souffle. Tu vois, tout est légal. Tu n'as rien. Je me suis tournée vers elle, mon sourire fin comme une lame. C'est ça, légal. Comme payer la clinique en espèces, échanger un acte de naissance et engager quelqu'un pour mettre en scène un accident de bateau pour votre belle-mère. Tout est bien légal. Étienne a agrippé les accoudoirs du fauteuil, les lèvres serrées. Je l'ai regardé droit dans les yeux, la voix basse mais dure. C'est la famille que tu as choisie, Étienne. Tuer, falsifier des documents, prendre un enfant sur le sang de quelqu'un d'autre. Il a ouvert la bouche pour parler, mais n'en a pas eu l'occasion. Bianca a posé sa mallette sur la table, sa voix plus tranchante. Moralisez autant que vous voulez, Hélène. Vous ne pouvez pas le prouver. Vous n'avez pas de vidéo, pas de témoins, pas de dossiers originaux. J'ai tout ce qui est légal. Si vous voulez qu'on vous laisse tranquille, signez cette renonciation à toute réclamation en échange de la préservation de la tutelle de l'enfant. Vous serez en sécurité. Vous avez juste besoin de disparaître. J'ai regardé les papiers. Dehors, j'étais calme. À l'intérieur, mon cœur battait comme un tambour. C'était le moment de la faire parler davantage. J'ai demandé doucement « Si je signe, vous garantissez qu'il n'y aura pas d'autre accident, n'est-ce pas ?» Bianca a souri froidement. « Garantie, plus d'accidents, plus de monoxyde de carbone de la chaudière, plus de glissade dans la salle de bain. Vous restez simplement silencieuse. » Evan a presque crié dans un murmure par l'interphone. « Elle vient de le dire, on l'a, Hélène. Laissez-la continuer à parler. » J'ai pris une profonde inspiration et j'ai demandé aux personnes en face de moi. « Ils ont eu le même traitement, n'est-ce pas ?» Bianca a penché la tête, la voix plate. « Ils sont tous partis paisiblement. Certains ont choisi des somnifères,
D'autres ont été aidés avec du gaz. Nous appelons ça une fin humaine. Ne faites pas semblant d'être choquée, Madame Chevalier. Ce monde fonctionne grâce à des gens comme nous. Des gens qui savent quand baisser le rideau. Je suis restée silencieuse. 1 seconde, 2. Puis de la porte sont venus 3 coups secs et forts, comme un coup de marteau d'un juge. « Police nationale, ouvrez !» Isabelle a sursauté, criant. Étienne s'est figé. Inutile. Bianca s'est retournée brusquement, mais il était trop tard. Evan et 2 agents fédéraux sont entrés en courant, lisant le mandat. « Bianca Mercier, vous êtes en état d'arrestation pour meurtres en série, fraude financière et manipulation juridique. » La pièce a explosé. Isabelle a crié. Étienne s'est effondré sur une chaise. Et moi, je suis restée assise, fixant Bianca droit dans les yeux. Ils lui ont passé les menottes. Ses yeux étaient pleins de haine, mais l'assurance avait disparu. « Vous m'avez piégée, a-t-elle dit à voix basse. J'ai répondu doucement, les yeux ne la quittant jamais. Non, Bianca. Vous vous êtes piégée vous-même. J'ai juste allumé la lumière pour que tout le monde puisse voir. Dehors, les sirènes hurlaient, le bleu et le rouge balayant les fenêtres. Je me suis penchée pour ramasser le dossier qu'elle avait essayé de me tendre. Puis, je l'ai déchiré en 2 et j'ai laissé les morceaux dériver jusqu'au sol. Le bruit sec de la déchirure sonnant comme la fin d'un long chapitre. Quant à moi, la femme autrefois poussée à la mer, je pouvais enfin voir le rivage. Le lendemain matin, la Trinité-sur-Mer semblait s'être réveillée d'une longue tempête. Dans les rues, les gens parlaient de l'arrestation stupéfiante. L'avocate de renom Bianca Mercier, accusée de meurtres en série, de fraude financière et de manipulation juridique. Son visage était aux nouvelles du matin, les yeux vides, les cheveux emmêlés, une expression autrefois fière réduite à l'échec. J'étais assise dans une petite pièce du commissariat, la première lumière du jour se glissant par la fenêtre sur la table en bois. Evan se tenait à côté de moi, la main posée légèrement sur mon épaule. « Tout ce que vous avez fait, ça en valait la peine, » a-t-il dit doucement. Nous avons les aveux complets, y compris sa phrase sur les dossiers résolus. La DGSI a l'affaire. Tout le réseau va être mis au jour. J'ai simplement hoché la tête. Tous mes sentiments étaient essorés, laissant un vide tranquille. C'est peut-être ce qu'on ressent en revenant d'entre les morts. Pas de joie, pas de jubilation, juste le soulagement de respirer encore. Étienne et Isabelle étaient détenus comme complices et pour fraude dans les déclarations de succession. En passant devant la salle d'interrogatoire, j'ai vu mon fils courbé, les mains tremblantes sur la table. Il a levé les yeux, rouges. « Maman, je suis désolée. » Je me suis arrêtée, je l'ai regardé un long moment. « Désolée n'effacera rien, Étienne. Mais si tu dis la vérité, peut-être qu'il y a une partie de toi qui mérite encore d'être sauvée. » Il a hoché la tête et s'est détourné, les épaules tremblantes. Pour la première fois depuis des années, je n'ai ressenti aucune colère, seulement de la pitié pour un fils qui avait laissé la cupidité et la peur le guider. 3 jours plus tard, j'ai quitté la Trinité-sur-Mer et je suis retournée sur la petite île où Aïcha et Henri s'occupaient de Ronan. Le bébé souriait maintenant, de grands yeux bruns captant la lumière du matin. Je l'ai pris dans mes bras. L'odeur du lait maternisé et du sel marin m'a adoucie. « Tu es la preuve que la lumière peut renaître des ténèbres », ai-je murmuré. Aïcha a souri, la main sur mon épaule. « Tu as fait ce que personne d'autre n'osait faire. Parler pour ceux qui ont été réduits au silence. » J'ai souri, regardant la mer où le soleil montait. Je suis juste une survivante, et j'ai une dette envers ceux qui sont morts pour la vérité. Dans les semaines qui ont suivi,
Les médias de toute la France ont publié une série intitulée « Les dossiers Mercier ». Plus de 20 décès paisibles ont été rouverts. Des familles sont venues me voir, m'ont serré dans leurs bras, m'ont remercié de ne pas être restée silencieuse. Un tribunal spécial a été mis en place pour réexaminer les décisions d'incapacité. Mon nom a été retiré de la liste des défunts. Moi, Hélène Chevalier, j'ai été officiellement ramenée à la vie aux yeux de la loi. Le jour de mon témoignage, je portais un manteau noir et j'ai épinglé la broche en argent de Robert. J'ai regardé les visages des familles qui attendaient la justice. Des gens comme moi, qui avaient perdu quelqu'un et à qui on avait dit qu'ils n'avaient pas le droit de savoir. J'ai parlé d'une voix égale et ferme. Ceux qui prétendent offrir une fin paisible ont transformé la confiance des personnes âgées en un marché. Je n'ai plus peur de mourir. Je suis déjà morte une fois. Ce que je crains, c'est le silence. Et aujourd'hui, je ne suis pas silencieuse. Le procès a duré 4 semaines. À la fin, les verdicts sont tombés. Bianca Mercier, réclusion à perpétuité. 2 médecins de l'Institut, 18 ans. Clarisse Nolan et Édouard Quin, complices, 8 ans chacun. Isabelle a écopé de 12 ans. Étienne a reçu 5 ans de mise à l'épreuve et a été déshérité de façon permanente. En sortant du palais de justice avec Ronan, un vent marin a soulevé sa petite couverture. Il m'a souri, les yeux écarquillés, ne comprenant rien. Peut-être grandira-t-il sans jamais avoir besoin de tous les détails, seulement de savoir qu'il y avait une mère, une grand-mère, et un monde qui a payé un prix pour qu'il puisse vivre. Ce soir-là, sur l'île, j'ai écrit les dernières lignes de mon journal. Robert, tu disais un jour, « La vie est une série de leçons de courage. » Maintenant, je comprends. Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est d'avancer alors qu'on tremble encore. Ronan grandira dans l'amour, pas dans les complots. Et moi, enfin, je peux vivre comme moi-même, libre, légère et vraie. J'ai fermé le carnet et j'ai regardé la mer. La nuit était calme. Le clair de lune argentait l'eau, scintillant comme un adieu chaleureux à toutes les âmes oubliées. Ronan a poussé un petit cri. Je l'ai serré contre moi, l'ai tapoté doucement et j'ai murmuré « Dors, mon petit. Le monde est calme maintenant. » Puis, je me suis tournée vers la petite caméra qu'Evan avait laissée, je l'ai allumée et j'ai regardé droit dans l'objectif. Je savais que la vidéo serait publiée comme le dernier chapitre de la série. J'ai parlé lentement, comme à quiconque regardait depuis un salon tranquille, un lit d'hôpital ou la solitude de la vieillesse. Si vous m'entendez, souvenez-vous que vous n'êtes jamais trop vieux pour dire « ça suffit ». Croyez en la valeur de votre propre voix. Parfois, un seul mot honnête peut faire tomber un empire de mensonges. J'ai fait une pause, puis j'ai souri doucement. Je suis Hélène Chevalier. Je suis toujours là. Et vous, d'où regardez-vous? Laissez votre ville dans les commentaires pour que je sache jusqu'où cette voix a porté. Et si mon histoire vous a touché, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous ou simplement partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Merci d'être resté jusqu'à la toute fin. Dehors, l'aube illuminait l'eau, effaçant la nuit. J'ai soulevé Ronan, souriant alors qu'il rayonnait dans la première lumière. Un vieux chapitre s'était refermé. Et moi, la femme autrefois poussée au fond, j'avais enfin refait surface, non pas comme une victime, mais comme un témoin de la justice renaissante.